Merci de suivre les programmes de Walfadjri. Bienvenue dans votre émission Actu en 7. En ce samedi 1er mars 2014, nous recevons Bachir Fofana. Il est chargé de communication au ministère du Plan. Bonjour Bachir. Bonjour Thomas. Nous recevons également Amadou Ba. Il est journaliste à l'AS. Bonjour Amadou. Bonjour Thomas. Nous rentrons dans cette émission en cette semaine très marquée par l'actualité économique en suivant cet élément composé de deux sous-éléments à l'intérieur. Tout d'abord, cette sortie du mouvement patriotique du Sénégal dont l'administrateur général Serigne Bamba Ndiaye exprime des craintes par rapport au groupe consultatif de Paris. Serigne Bamba Ndiaye craint que l'on endette un peu plus le Sénégal. Juste après, quelques réactions dans les rues de Dakar après l'annonce des montants de promesses enregistrées à Paris. Nous écoutons tout cela, nous revenons juste après pour entamer ce débat. Magnéto. Mettant à profit leur premier face-à-face avec la presse, les membres du mouvement patriotique du Sénégal, MPF Faras, attendent les résultats de la présence du président Macky Sall au groupe consultatif de Paris, car le pays ne fait que s'endetter davantage. Dans notre vision, nous comptons d'abord sur nos propres forces, les forces vives de la nation. Cet endettement nous fait peur, parce que on ne sait pas que ça le sort de la population dans les années à venir. Parce que la dette ne fait que croître. Alors, et le chômage augmente, la vie de vie est de plus en plus chère. Est-ce que cet endettement, s'il est réalisé dans la pratique, est-ce que ça ne va pas porter préjudice encore une fois de plus au peuple sénégalais? Projet Sénégal émergent, au lieu de 1853 milliards, le président Macky Sall décroche 3729,4 milliards de francs. Une belle moisson pour la délégation sénégalaise. Le Sénégal, un pays émergent, les citoyens y croient-ils vraiment? Ce qui est sûr, le Sénégalais devant l'argent, il est très gourmand. Tout ce qui a été demandé, je sais que ça ne sera pas investi dans ce pays-là, quoi. Tous ces milliards qui ont été demandés, ce ne sont pas des milliards qui seront investis dans ce Sénégal, quoi. En tout cas, nous, taximens, demandons au président Macky Sall de revoir à la baisse le prix du carburant et des denrées de première nécessité. La vie des Sénégalais va changer dès le retour du président Macky Sall. Chargé de communication au ministère du Plan, posons la question simplement. Globalement, qu'est-ce que la délégation gouvernementale est allée faire à Paris? Bonjour téléspectateurs, bonjour à Amadou Ba, avec qui j'ai le plaisir de partager ce plateau. Il faut savoir que le Sénégal est un pays sous-développé qui cherche à sortir de ce sous-développement. Et maintenant, pour sortir de ce sous-développement, les autorités, au plus haut niveau, le président de la République, ont décidé et imaginé qu'il fallait un plan de développement économique et social. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui, trivialement, le PSE, le plan Sénégal émergent. Et ce plan Sénégal émergent se fixe comme horizon 2035. C'est-à-dire que d'ici à 2035, le pays devrait arriver à être compté parmi ceux qu'on appelle les pays émergents. Et pour avoir ce pays émergent, il nous faut réaliser certaines performances économiques. Parce qu'aujourd'hui, ce que nous avons comme performance économique ne nous permet pas de figurer parmi les pays dits émergents. Je donne deux exemples. Nous avons un taux de croissance qui tourne autour de 3-4% maximum. Et au même moment, nous avons le taux d'accroissement naturel, c'est-à-dire le taux de croissance démographique qui tourne autour de 2 à 3%. Cela veut dire quoi? Toutes les richesses que nous avons pu récolter, elles sont annihilées par la croissance démographique qui nous amène presque 900 000 nouveaux bébés par an. Donc aujourd'hui, à ce rythme, on risque de continuer à rester dans le sous-développement dans lequel nous sommes. Voilà un peu ce qui explique le plan Sénégal émergent. Donc ce plan Sénégal émergent a été séquencé sur une période d'abord de 10 ans, avec un plan d'action prioritaire qui couvre la période
2018. Donc, ce plan Sénégal émergent, une fois confectionné, a été présenté aux bailleurs de fonds et aux partenaires privés, au secteur privé. C'est ce que le Sénégal est allé présenter au groupe consultatif de Paris, qui, il faut le préciser, n'a rien à voir avec le Club de Paris. Le Club de Paris, ce sont les créanciers avec qui vous discutez pour voir quelles sont les modalités de rééchelonnement de votre dette, etc. Là, on va présenter notre plan en disant voici ce que nous pouvons, de par nos ressources propres mobilisées, et voilà ce que nous attendons de vous. Donc c'est ça qui faisait quelque chose comme 1863, je crois, milliards à rechercher auprès des partenaires techniques et financiers. Et ces partenaires ont finalement décidé, se sont engagés en faveur du Sénégal pour 3700 et quelques milliards. Donc voilà ce que nous étions partis faire. Donc, après cela, il y a eu une rencontre avec le secteur privé, le Forum des investisseurs. Cela, nous allons y revenir dans le courant de cette édition. Nous sommes là carrément dans le groupe consultatif de Paris, le point. Donc là, vous avez fait le point. Voilà. Donc maintenant, voilà ce que c'est que le groupe consultatif de Paris. Voilà ce que le Sénégal était allé chercher. Voilà ce que le Sénégal a rapporté. Maintenant, il faut que les choses soient claires au niveau de tout le monde. Cela veut dire quoi? Aujourd'hui, si nous disons que nous avons 3700 milliards, ce sont des engagements. Ce n'est pas Macky Sall qui rentre avec un avion rempli de billets de banque comme on serait amené à le penser. Il y a un temps maintenant pour que ça se matérialise par des engagements. C'est de deux façons. Soit c'est un appui budgétaire, c'est-à-dire que par exemple, un État décide de dire que moi je donne au Sénégal 100 milliards de francs, que le Sénégal met dans son budget et l'exécute suivant ses procédures nationales. Ou bien, à côté, c'est par des conventions de financement, c'est-à-dire un État ou un organisme qui décide la construction d'une route, d'un hôpital, d'une université, etc., suivant les procédures qui sont admises d'accord parties. C'est là où nous en sommes pour l'instant. Alors, Amadou Ba, simplement, en regardant un tout petit peu la mobilisation qu'il y a eu, comment vous avez vécu justement cette espèce de grand-messe économique durant cette semaine? Simplement pour rester dans le groupe consultatif de Paris, le point. Oui, pour toujours abonder dans le même sens, je crois qu'il a résumé les grandes lignes de ce qui a été fait, de ce qu'on attend de ce groupe consultatif. Mais il faut aussi peut-être souligner la surmédiatisation du groupe consultatif. On a participé pendant 15 jours à un vacarme médiatique, à toutes sortes de publicités sur le groupe consultatif, le groupe consultatif de Paris. À l'arrivée, on revient nous dire, écoutez, on attendait 1853, on a obtenu 3000, tout ça c'est bien beau. Mais il faut quand même avoir le triomphe modeste, parce qu'on n'a jamais vu un chef d'État. Encore une fois, le groupe consultatif, c'est une initiative du Sénégal. Ce n'est pas les partenaires qui ont demandé à rencontrer le Sénégal. Ce sont les Sénégalais, c'est le président de la République et ses collaborateurs qui ont initié cette rencontre pour dire à ses partenaires choisis, bien sûr, ses partenaires traditionnels à qui il soumet un plan. Il faut souligner que jamais dans l'histoire, je crois que nous sommes à la 7e édition, un chef de l'État est allé représenter le Sénégal pour ce plan-là. Et vous avez dû le constater, le président de la République présidait même les travaux. Ce qui veut dire que ça aurait même pu se tenir à Dakar, ça aurait pu se tenir à Londres. Ce n'est pas simplement, voilà, comme beaucoup le pensent, le Club de Paris, qui est une autre organisation. Alors, donc, à ce niveau-là, ce que moi, je peux déplorer à ce niveau, c'est pour l'excès de communication. J'ai l'impression qu'on a perdu beaucoup d'argent pour rien. Parce qu'en fait, sur les 1000 milliards que l'on espère, le budget du Sénégal va contribuer à hauteur de 46%. Donc, ce ne seront pas seulement des dettes. Il y aura aussi la participation du Sénégal qui sera assez importante. De l'autre côté, ce qu'il faut peut-être dire, c'est qu'on a beaucoup perdu. Hein. Moi, je pense que je suis tout à fait heureux que le président ait pu parvenir à décrocher autant de milliards. Mais je pense que le triomphe doit être modeste. On doit plutôt, comme il l'a dit hier, penser à comment utiliser cet argent-là à bon escient. Parce qu'il faut reconnaître qu'on a beaucoup perdu. On a perdu beaucoup de temps avec cette affaire-là. D'abord, la rencontre devrait avoir été prévue au mois de mars dernier. Au mois d'octobre, finalement, ça a été reporté.
On a payé 2 milliards 500 millions à un groupe dissous qui nous a fait, avec le groupe dissous et le cabinet McKinsey. Finalement, ce qui s'est passé, on a jeté tout cela à la poubelle. Ce sont des Sénégalais, des techniciens sénégalais, ça il faut aussi s'en féliciter, qui ont fait le travail et qui ont proposé cela aux partenaires techniques et financiers. Ces derniers ont accepté de nous financer à hauteur de, comme le président l'a souligné, à hauteur de 10 000 milliards sur un plan jusqu'en 2035. Bon, certains pensent que ce n'est pas ambitieux et que ça aurait pu être accéléré, comme on est à la mode d'accélérer la cadence. Je pense que à ce niveau-là aussi, il faut dire qu'on manque un peu d'ambition. On veut 7%, aujourd'hui on est à 4,9%. On peut être ambitieux. Aujourd'hui, l'Éthiopie, qui est un pays très pauvre, a un taux de croissance de 10%. La Côte d'Ivoire qui est là, qui vient de sortir d'une guerre, est à 8%. La moyenne générale au niveau de l'UEMOA, c'est 6%. Je ne suis pas un économiste ni un spécialiste des questions de l'économie, mais je pense quand même qu'on devait être beaucoup plus ambitieux que ça et surtout faire un bon usage. L'excès de communication. Je pense que c'est ça. Il y avait une vision politique. Tu as l'impression qu'il y a des visées politiciennes derrière tout cela. Bon, en fait, c'est des visées, comme il dit, bon, je ne mettrai pas politicienne. Il faut également accepter et admettre que Macky Sall est un politique et il est dans un gouvernement politique. Donc, toutes les actions que feront le gouvernement auront forcément des dividendes politiques pour ceux qui sont au pouvoir. Ce n'est pas nouveau, c'était le cas pour Abdoulaye Wade. Oui, mais on rétorquera que Maître Abdoulaye Wade n'y était pas. Bon, oui, on rétorquera, mais on rétorquera également que c'est sous Abdoulaye Wade qu'un Premier ministre a été au Club de Paris pour la première fois. Parce qu'au Club de Paris, avant, c'était les ministres des Finances et les ministres du Plan qui y allaient. Donc, aujourd'hui, peut-être que, bon, Macky Sall... Vous parlez du groupe consultatif, hein? Non, le groupe, excusez-moi, effectivement, au groupe consultatif. Donc, aujourd'hui, Macky Sall a inauguré l'ère des présidents au groupe consultatif, après que d'autres présidents africains l'aient fait. Mais nous, au Sénégal, c'est Idrissa Seck qui a inauguré le groupe consultatif en tant que Premier ministre. Avant, c'était les ministres des Finances qui y allaient et les ministres des Plans. Donc aujourd'hui, bon, voilà, chaque situation, son contexte et chaque contexte, bon, voilà. Sur ce point, moi, je ne parlerai pas d'overdose communicationnelle parce qu'effectivement, si le président veut mobiliser toutes les énergies individuelles vers un destin collectif, il faut que ça soit partagé. Il faut que ça soit partagé par tout le monde, y compris par toutes les masses. Donc, c'est normal que tous les segments de la société, tous les segments de la nation puissent avoir un temps soit peu une appropriation de ce document. Maintenant, moi, c'est comme ça que je vois ce qui a été fait en termes de communication et qui fait qu'aujourd'hui, n'importe lequel des Sénégalais, pour l'essentiel, vous leur parlez, ils vous diront PSE, PSE, parce que le PSE est resté dans... Mais savent-ils ce qu'il y a dans le PSE? Ça a été expliqué au segment. Maintenant, reste qu'il y a également, pour moi, une autre démarche à entreprendre, c'est-à-dire aller davantage dans l'information, la sensibilisation de tous les acteurs et aujourd'hui également dans la mise en œuvre, expliquer pourquoi il faut le faire. Parce que pour moi, aujourd'hui, la mise en œuvre, le plus important, ce n'est pas de mobiliser les milliards, c'est de pouvoir les absorber, premièrement. Et deuxièmement, de pouvoir en faire des projets utiles pour le Sénégal. Aujourd'hui, moi, mon cher Thomas, je me dis, de par ma position et de par ma compréhension et mon entendement, l'autoroute Thiès-Touba ne s'impose pas. Ce qui s'imposerait, c'est peut-être faire l'autoroute Dakar-Tambacounda pour nous ouvrir vers le Mali. Parce qu'aujourd'hui, à force de voir les autres pays, nous risquons d'être enclavés dans l'Ouest africain. Oui. Ça fait partie, en fait. Je pense que sur les projets décrochés par le président de la République au niveau de la Chine, je pense que ça, c'est envisagé. Pour ce qui concerne la route, ça m'intéresse parce que je suis Tambacounda. Donc vous voyez que ça m'intéresse. Moi, je suis de Vélingara. Voilà. Donc vous voyez ce que ça fait. Je veux dire, à ce niveau-là, pourquoi j'ai parlé de votre dose de communication? C'est parce que, est-ce que fondamentalement, les Sénégalais avaient besoin de tant de tintamarre autour de la question? Parce que vous savez, quand les Sénégalais ont décidé le 26 mars dernier de confier leur destin à un chef d'État, ils l'ont confié au président Macky Sall. Donc je pense qu'au moment où nous sommes, c'était d'abord le Yonou Yokote qui a été affiné avec la stratégie nationale de développement social et tout, qui a donné naissance au PSE. Donc nous sommes dans la même dynamique. Je pense qu'on a dépensé énormément de milliards, comme je l'ai dit, avec le cabinet McKinsey. On a dépensé énormément, 1 milliard avec le cabinet Alderman
$1 million plutôt, 1 million d'euros. C'est quelque chose comme 600 ou 700 millions de francs CFA. On a pris combien de personnes? On les a amenés aux États-Unis, on les a amenés en France, à Paris. C'est-à-dire c'est au moins 5 milliards qui ont été dépensés pour fondamentalement rien. Alors que c'est un programme ficelé que le gouvernement a fait, que le gouvernement, les techniciens du ministère des Finances et les conseillers du président et tout, ils ont conçu un document, ils ont conçu des projets qui vont être financés. C'est 28 projets prioritaires pour ce qui est du plan, du premier plan 2014-2018. C'est 28 projets. Donc je pense qu'on aurait pu se passer de tout cela. Bon, le président peut bien aller présider ça, je n'ai aucun problème. Mais je pense que c'est on en a peut-être trop fait. Juste avant d'avancer un peu, Bachir Fofana, à propos du plan Sénégal émergent, l'une des critiques faites à une certaine époque à ce plan, c'était que le ministère du plan, précisément, n'avait pas été particulièrement appliqué. C'est pour moi une occasion de repréciser une chose, parce que bon, il faut savoir que le plan Sénégal émergent, on en parle depuis mars 2013. En ce moment, le ministère du plan n'existait pas. Il y avait le ministère de l'économie et des finances, au sein duquel il y avait une direction générale du plan. Et cette direction générale du plan, de par ses membres, ont contribué au travail qui a été fait. Par la suite, le ministère du plan est arrivé, et quand ce ministère est arrivé, bon, c'est tout normal parce que le remaniement est arrivé quand même au mois de septembre. On parlait du groupe consultatif pour le 24 octobre. Donc c'était trop court, le ministère du plan, et on a jugé que c'était beaucoup plus utile de laisser le ministère de l'économie et des finances continuer à dérouler la préparation du groupe consultatif. Pour dire simplement les choses, on a déroulé la préparation du groupe consultatif où l'on parlait du plan Sénégal émergent avec le ministère du plan, qui a travaillé dans le document, qui a travaillé dans l'élaboration du document, qui a travaillé dans la vulgarisation du document auprès de l'OCDE, et qui a travaillé également pour tout, parce que c'est moi à titre personnel, j'ai participé à une réunion où on était dans les préparatifs dans les préparatifs du groupe consultatif. Mais d'un strict point de vue communicationnel, on n'a pas beaucoup entendu les cadres du ministère du plan parler du plan Sénégal émergent. Parce que simplement les cadres du ministère du plan étaient plutôt dans l'élaboration du document, et après ça a été porté par le ministère des Finances. Soit. Oui. Avançons un tout petit peu justement pour se demander si ce groupe consultatif de Paris fut un succès ou un échec. Nous allons nous intéresser à un effet ou une conséquence de cette rencontre parisienne, précisément, avec cette pénurie d'eau qui était annoncée à Dakar et qui a été finalement reportée. Certains y ont vu un moyen d'éviter un brouillage dans un succès. Ça nous incitera à nous demander si ce groupe consultatif de Paris fut un succès ou un échec. Nous suivons ce sujet et nous revenons juste après. Magnéto. La pénurie d'eau qui risque de refaire surface à Dakar et dans sa banlieue hante déjà le sommet des Dakarois qui pour la plupart ne croient pas au délai de 2 jours annoncé par la SDE pour les besoins de réfectionner l'usine de Keur Momar Sarr. C'est pas facile à régler parce que les délais qu'ils ont donnés aux gens là par rapport à la pénurie passée, c'est pas vraiment, ils n'ont pas respecté. Amadouba, groupe consultatif de Paris, un succès? Oui, un succès, puisqu'on a obtenu plus qu'on espérait. On espérait 1853, on a obtenu 3000. On peut estimer que c'était un succès, mais un succès politisé, comme vous venez de le souligner dans l'élément. Pourquoi on n'aurait pas dû? On aurait dû couper, parce que c'est indispensable, il faut qu'on le fasse. C'était des travaux d'entretien qui vont se poursuivre. Alors, pourquoi ne pas le faire uniquement pour un peu éviter d'entacher ce succès-là? Non, je pense que c'est ça que j'étais en train de déplorer au début, les dessins politiciens qui est derrière, les visées politiciennes qui sont là à fleur de peau. Je pense que c'est ce qu'il faut éviter. Macky Sall nous a, en tout cas moi j'ai une impression, mon impression c'était que c'est quelqu'un qui a manifesté une certaine bonne volonté. En tout cas, à l'écouter, tu as l'impression qu'il en veut. Et il a le devoir, il n'a pas le droit de faire moins que son prédécesseur. Et il n'a pas le droit
de décevoir sa génération. On peut comparer et paraphraser Frantz Fanon. Je pense que nous tenons un chef d'État jeune qui est né après les indépendances, qui est le président le mieux élu de la sous-région, si je peux le dire. Donc je pense qu'à l'écouter dérouler, à l'écouter parler, on peut lui prêter de bonnes intentions. Mais à la lumière de ce qui se passe parfois, tu te dis, mais est-ce que finalement, on n'est pas en train de revoir un Abdoulaye Wade avec juste moins la calvitie, quoi. Attends, je parle de vos deux. On aurait pu laisser ça passer. Il disait tantôt que les ministères, que les directeurs techniques ou que les techniciens du ministère du plan et même du ministère des Finances qui ont conçu le document n'ont pas été vus au devant de la scène. C'est le président de la République qui a endossé ça. Même les ministres eux-mêmes, bon, peut-être qu'il y a eu des rencontres périodiques avec la presse, il y a le ministre du budget et tout, et le ministre de l'économie et des finances qui ont quand même fait quelques rencontres avec la presse, mais de manière globale, c'est le président de la République lui-même qui avait porté le combat là. Donc tu as l'impression que voilà, c'est vraiment de la politique, quoi. Il prépare les locales. Moi, c'est surtout cet aspect-là qui me pose problème. Tu penses que celui-là, il pense aux élections à venir et non pas. Alors qu'il a 5 ans, il dit, d'abord, il a dit qu'il va réduire son mandat à 5 ans, ce qui est une excellente chose. Donc, c'est des actes qu'il a posés. Je crois qu'il aurait pu continuer sur cette lancée-là et se dire, écoutez, que vous me réélisez ou pas, moi je suis là pour travailler. Pendant ces 5 années-là, je vais me mettre au travail, je vais remettre le Sénégal sur les rails de l'émergence. Moi je pense qu'à ce niveau-là, tout le monde allait applaudir. Mais contrairement à cela, on a tendance parfois que c'est vraiment la même chose, quoi. C'est de la communication. La communication. Mais justement, Bachir Fofana, cette coupure d'eau qui somme toute répondait à vraisemblablement un impératif, c'est-à-dire un impératif d'entretien, et qui est reporté pour, en tout cas c'est l'analyse que certains en ont eu, éviter d'assombrir un succès politique. Est-ce que justement, certes, le président de la République est un politique, mais est-ce que là, il ne fait pas de la politique politicienne? Bon, moi je n'irais pas jusqu'à dire que c'est faire de la politique politicienne. Ce que je sais, c'est qu'effectivement, le tuyau de Keur Momar Sarr avait explosé, il faut le dire, au mois de septembre dernier. Et bon, moi, ce que j'apprécie dans ce qui s'est passé, c'est qu'au moins la SDE a pris une démarche proactive en allant vers ses clients que nous sommes tous pour dire que bon, on va vers 2 jours de pénurie parce qu'il y a des travaux d'entretien ou je ne sais pas, de peinture, je ne sais pas quoi exactement, qu'il faut faire sur le tuyau qu'on avait réparé en septembre dernier. Donc, déjà, en soi, c'est bon parce que à la première pénurie, on ne nous l'avait pas expliqué. Les citoyens que nous sommes sont réveillés un bon matin, on n'a plus d'eau. Et pendant 2 jours, ensuite maintenant, on était entré dans un cycle de mensonges d'État même, qu'il faut le dire, parce qu'on nous disait l'eau va revenir tel jour, ce jour-là, c'est pas revenu. On a presque trimé pendant 2 semaines, pendant lesquelles on n'avait presque pas d'eau et que bon. Pour en revenir aux faits maintenant, la sortie du ministère. Voilà. Maintenant, le ministre aussi, bon, il est dans un gouvernement. Ils sont politiques. Moi, je ne... C'est politique ou c'est politicien? De dire on ne peut pas faire les travaux parce que les responsables ne sont pas là, ce à quoi les agents ont rétorqué que les précédents travaux s'étaient faits sans les mêmes Exactement. Moi, je pense que c'est politicien parce que bon, c'est pas le directeur général de la SDE qui va prendre la clé pour dévisser un écrou. C'est pas le directeur général de la SONES qui va... Bon, peut-être qu'ils peuvent superviser les travaux. Mais je sais qu'il y a des techniciens qui sont là-bas et qu'on aurait pu le faire. Pour moi, il fallait le faire une bonne fois pour toutes parce que ça fait partie des préalables que nous devons régler pour réussir le PSE. Parce que pour moi, le PSE, pour le réussir, il y a des préalables. On va chercher de l'argent, on obtient plus que ce qu'on a eu, comme le dit Amadou, c'est un succès, mais maintenant il y a des préalables. Et parmi ces préalables, il y a des questions fondamentales qu'il nous faut régler. La question de l'approvisionnement en eau, la question de l'énergie, la question de la crise casamançaise même, parce que quand même aujourd'hui on ne peut pas parler d'émergence et de développement. Si toute une région est coupée du reste du monde, si toute une région est coupée du reste du Sénégal et qu'à partir de 18 h, aucun véhicule ne circule plus parce que c'est des questions d'insécurité, on ne peut pas parler d'émergence si par exemple les mangues, les fruits qu'on récolte pourrissent dans les champs parce qu'on ne peut pas les acheminer. On ne peut pas parler d'émergence parce que mes parents Diola ne peuvent pas aller dans les rizières parce qu'il y a des mines. Donc ça fait partie des préalables qu'il faut régler et la question de l'eau, elle est un préalable.
Donc on aurait pu le régler au même moment sans pour autant qu'on ait à le différer, parce que dans tous les cas, il va falloir le faire. C'est que pour moi, c'était politicien quelque part. Justement, groupe consultatif de Paris, une tribune politicienne, une interrogation. Pour rentrer dans cet aspect de cette émission, nous visionnons un tout petit peu cette tentative de manifestation des partisans du mouvement libéré Karim Wade. La manifestation avait été autorisée, puis elle a été interdite à la dernière minute. Et globalement, ça a donné ceci. Magnéto. Une marche de protestation terminée en queue de poisson. Les karimistes dispersés, l'initiateur Dang Demba, coordinateur du mouvement cueilli par les forces de l'ordre, une injustice selon le président du mouvement pour la libération de Karim Wade. C'est une forfaiture. Ce qui s'est passé, c'est un acharnement. Ce qui s'est passé, c'est de l'intimidation. Et ça ne passera pas. Parce qu'on a eu une autorisation de bonne et due forme que le préfet de Dakar nous a donnée. À notre grande surprise, nous sommes venus aujourd'hui, on a vu les forces de l'ordre qui nous ont notifié de quitter les lieux. On va peut-être enfoncer le clou, si l'on peut dire, à propos de l'aspect politicien, justement. Le groupe consultatif de Paris, était-ce une rencontre économique ou une tribune politique? On a eu le président de la République, le président Macky Sall, qui a tenu à annoncer là-bas, à confirmer plutôt la réduction de la durée du mandat. Il a eu également à se prononcer sur le dossier Karim Wade, affirmant qu'il n'avait pas reçu de sollicitation en ce sens. On parlait d'économie ou de politique, Bachir? Bon, au moins, il faut savoir qu'on parlait de développement d'abord et de développement du Sénégal sur une génération. Moi, c'est ce que je retiens. Maintenant, le président Macky Sall a fait face à la presse. Et chaque journaliste a sa propre préoccupation. Et si j'ai bonne mémoire, c'est le journaliste de RFI, je pense Christophe Babouvier, je ne sais plus qui pose la question concernant Karim Wade, en interpellant sur la radio. Est-ce que si le journaliste n'avait pas posé cette question, est-ce que le président de la République aurait parlé de Karim Wade? Je ne pense pas. Je pense qu'il a fait face à une conférence, au cours d'une conférence de presse, on l'a interpellé sur d'autres sujets et il a répondu. Donc vous êtes en train de dire qu'il est possible de contraindre le président de la République à s'exprimer sur un sujet s'il ne souhaite pas en parler? Moi, je serais peut-être Macky Sall, j'aurais dit que je ne suis pas venu pour ça, attendons un autre moment. Peut-être que c'était là la question, justement. Je serais Macky Sall, je dis, je serais Macky Sall. Je n'aurais pas parlé d'autre chose que du groupe consultatif. Une fois que j'ai fini de parler du groupe consultatif, j'ai eu d'autres occasions pour parler d'autres sujets d'actualité. Mais, bon, chaque président a sa sensibilité ou chaque président a son tempérament ou a sa compréhension. Il a d'autres éléments d'appréciation que moi, je n'ai pas. Et bon, voilà, le journaliste également qui pose cette question, il cherchait une tribune. On a vu ici qu'un journaliste américain est venu jusqu'au Sénégal pour poser à Obama une question sur l'homosexualité, alors qu'on était en train de parler de partenariat. Donc, on ne reprocherait pas à un journaliste de poser ces questions. Mais à l'époque, la presse a dit qu'en fait, c'était un montage de Barack Obama pour faire, du moins de la cellule de com, on revient aux communicants, pour faire venir le sujet. Peut-être on pourrait poser la même question dans le cas du président Macky Sall. Mais on pourrait le poser. Est-ce que ce n'était pas un moyen Mais on pourrait le poser et on pourrait même dire que c'est effectivement, ils ont eu raison de le faire également. Si tel est le cas. Pour moi, bon, s'il fallait répondre... Fallait-il aller à Paris pour parler de la durée du mandat du président du Sénégal? Mais ce n'est pas la première fois qu'on en parle, mon cher Thomas. Macky Sall, ce n'est pas la première fois qu'il parle de la durée de son mandat. Depuis tout le temps avant même qu'il soit président, il a dit « je vais réduire mon mandat ». À plusieurs occasions, au cours d'un discours à la nation, je pense aux Nations Unies, je pense sur la radio La Voix de l'Amérique, je pense sur d'autres événements, sur RFI. Ce n'est pas la première fois. Mais entre-temps, il y a eu tous ces partisans qui ont dit qu'ils ne le laisseront pas le faire. Et on a interprété cela comme un ballon de son. Ben voilà, mais maintenant, s'il lui revient pour dire que moi, je respecte les 5 ans que j'ai promis aux Sénégalais, donc ça veut dire qu'on ferme cette porte pour tous ces partisans qui voudraient continuer à ne pas faire... qui voudraient que le président fasse du wah-wahed, comme on dit, à propos de ce mandat. Le fait que ça ait été dit à Paris ne constitue pas un problème? Pour moi, non. Pour moi, non. Non, c'est pas la première fois qu'on évoque cette question hors du Sénégal. Amadouba, ce groupe consultatif de Paris, cela a été plus une tribune politique, une tribune économique? Oui, je pense les deux à la fois. Le président en a profité pour faire d'une pierre deux, comme on dit. D'abord, sur le plan de l'économie,
il a fait face aux investisseurs, il a réussi son show, il a réussi son opération. Son show? Oui, c'est un show, effectivement. C'était un show politique. D'abord, il a obtenu des financements, ce qui est une bonne chose, mais il en a profité également pour régler des comptes, pour dire, comme vous le dites, c'est peut-être une inspiration de sa cellule de com, ou en tout cas des gens qui ont... Ou c'est peut-être une initiative d'un journaliste. Ça peut aussi être une initiative d'un journaliste. J'aurais été à la place de ce journaliste en face du président pour une interview, je lui aurais posé une telle question. La question n'est pas est-ce qu'on ne peut pas poser la question au président, mais est-ce qu'il est possible de faire dire au président Macky Sall une chose qu'il ne veut pas dire? Si tu me suis de bout en bout de ma logique, j'ai parlé de politisation à outrance, j'ai parlé de communication tous azimuts. Ça veut dire que il aurait pu se limiter, comme l'a dit Bachir. Je loue d'ailleurs son courage en tant que chargé de com qui quand même... Du ministère du Plan. D'un ministère du Plan. Bon, qui paraît-il n'était pas associé de toute façon, non. Donc la question ne se pose pas. Vous étiez hors jeu. Voilà, tout à fait. Il ne faut pas dire ça, Thomas. Pour revenir juste à ce sujet, pour dire qu'effectivement, le président en a profité pour régler un certain nombre de comptes, pour dire que non, aucun chef d'État n'est intervenu auprès de lui pour demander de la clémence pour Karim Wade. Et que les organisations de droits de l'homme aussi... Quand chef d'État l'aurait fait, il ne l'aurait jamais dit. Ça, il faut le dire. Exactement. À quoi cela servait donc? Alors, donc c'était de la politique, justement. C'est pour vous dire que c'est de la politique. Il est venu faire de la politique. Je vous ai dit tantôt qu'il prépare 2014 d'abord, ensuite 2017. C'est ça que j'ai déploré tantôt en disant que il n'aurait pas dû penser à 2017 parce d'abord, il a bénéficié d'un capital de confiance lors de son élection, de sympathie et d'un engagement. Des gens ont donné leur sang et leur vie pour qu'il arrive au pouvoir. Donc je pense que celui-là, il doit plutôt penser à développer le Sénégal, à remettre le Sénégal sur les rampes plutôt qu'à se soucier de politique politicienne. Malheureusement, c'est le cas. Parce que le cas Karim Wade, comme il dit, il aurait pu dire qu'il n'est pas là pour parler de politique. Pour son mandat, mais Thomas, moi je ne reprocherai pas au président cela. Il est allé jusqu'en Chine pour se prononcer sur le rapport Mbow. Par exemple, parce qu'il était parti en Chine, rencontrer en visite d'État, on aurait pu dire que bon voilà, il va là-bas, il rencontre la communauté sénégalaise et c'était une occasion pour se prononcer sur le rapport de la... Là, il n'a pas été interpellé. Et là, il n'a pas été interpellé. Il a pris l'initiative. Donc, il a pris l'initiative de se prononcer sur le rapport Mbow. Donc, maintenant, son service de com où lui, il juge l'opportunité ou pas de parler d'une chose ou une autre, c'est dans le... En cela, il y a une similitude entre le 3e et le 4e président de la République. Sur ce point, oui. Sur ce point, il y a... Sur ce point. Tantôt que c'est un Wade, souvent moins la calvitie, un peu plus... Bon, moi, je ne dirais pas ça, mais sur ce point, bon, quand même, le président de la République, quand il fait un voyage officiel et que, bon, il a la possibilité de rencontrer parce que ce n'est pas la première fois, il faut le dire, Macky Sall a été au Burkina, je pense, il a parlé un peu de son mandat, une fois, il a parlé de la diplomatie sénégalaise, une autre fois. Chaque fois qu'un sujet, il a envie de parler d'un sujet... Juste avant de progresser un peu plus, Bachir Fofana, l'horizon que l'on se fixe, 2034-2035, vu qu'on vraisemblablement il y a un soubassement politique, voire politicien, qu'est-ce qui garantit qu'effectivement le plan ira à son terme? C'est-à-dire que demain, le président qui succédera au président Macky Sall ne dira pas, bon, il voulait aller à gauche, moi je veux aller à droite. Il faut savoir que, bon, il faut peut-être revoir le système national de planification tel qu'il fonctionne déjà dans ce pays. Le système national de planification parle d'une planification à l'échelle d'une génération. Et on dit une génération, c'est 25 ans. Et après maintenant, on l'opérationnalise en planification à moyen terme et en planification en court terme. C'est ce que nous avons avec ce qu'on appelle le PTIP, le plan triennal d'investissement public. Donc, parler de 35 ans, de 25 ans, bon, sûr que Macky Sall ne sera plus au pouvoir. Peut-être que nous aurons nos os qui seront tous quelque part six pieds sous terre. Mais, bon, ce qu'il y a, c'est qu'on imagine que le Sénégal doit arriver à l'émergence en 2035. Donc, il y a 10 ans, rien ne dit que Macky Sall sera réélu en 2017 déjà. Rien ne le dit. Donc, si le président qui vient après Macky estime que l'orientation de Macky n'est pas la bonne, on ajuste le plan et on continue. Il n'y a pas de problème pour moi.
ça ne devrait pas poser problème. L'utilisation des ressources, il faut peut-être souligner que le groupe consultatif est l'initiative du Sénégal. Oui. Donc même l'année prochaine, on peut y retourner si on veut. Revenir, on peut demander à, encore une fois, être reçu par nos investisseurs, par nos partenaires. Donc c'est l'initiative du président du gouvernement du Sénégal. La question se pose à cause de l'utilisation des ressources, parce qu'à chaque fois, mine de rien, ça coûte de l'argent. Mais vous savez, comme on a dit à le souligner, il y a des projets, même dans les projets qui ont été présentés aux partenaires techniques et financiers, il y a des projets qui n'ont pas été conçus par le Yono-Yokoté. Oui. Par exemple, le port à sec de Kaolack, j'ai entendu le ministre chargé des investissements en parler. Ce n'est pas un projet du Yono-Yokoté, ce n'est pas un projet nouveau, mais il fait partie des projets qui ont obtenu des financements. Donc je crois qu'en État, c'est quand même la continuité. Cela ne veut pas dire qu'aujourd'hui, si Macky Sall quitte le pouvoir, celui qui arrivera va remettre en cause tous ces projets-là. Non, il va choisir ce qui... Peut-être qu'il va ajouter quelque chose. Exactement. Il va réajuster s'il y a des projets qui semblent un peu alambiqués pour lui. Mais je ne pense pas qu'il puisse prendre tout cela et jeter ça à la poubelle. Mais non. Je pense qu'à ce niveau-là, il n'y a pas de souci à se faire. Bon, comme je l'ai dit, il aurait été beaucoup plus ambitieux. C'est-à-dire, en tout cas, c'est maintenant, c'est vraiment le temps d'accélérer la cadence. Le Premier ministre avait théorisé, parler d'accélération. Ça a été accéléré, mais bon, les conséquences ont été perçues. Mais là, maintenant, c'est le temps maintenant de l'action. Maintenant, il est arrivé, on a des financements qui sont là, on a des engagements de financement. Maintenant, c'est tout Sénégal de faire en sorte que ces partenaires-là, en fait, de mériter la confiance de ces partenaires-là, de pouvoir recueillir ces financements-là et de les utiliser à bon escient. C'est ça, c'est là la bataille maintenant. Et maintenant, le développement d'un pays, ce n'est pas seulement le discours. Nous devons partir sur des bases solides. La formation professionnelle, elle fait défaut. Quand on revient sur la loi BOT, Build and Transfer, qui a été récemment adoptée dans le nouveau code des marchés publics, c'est bien beau tout cela, mais quand une entreprise chinoise vient au Sénégal ou une entreprise indienne vient au Sénégal, elle apporte souvent ses ouvriers, elle apporte souvent son personnel qualifié. Maintenant, quand ils récupèrent l'argent qu'ils avaient financé et leurs dividendes et tout, ils partent. Ils nous laissent l'infrastructure. Maintenant, il nous faut faire en sorte que la relève, que nous ayons la ressource humaine, les ressources humaines de qualité pour assurer la relève de ces projets-là. Je pense que c'est la bataille à ce niveau-là. Et c'est justement l'occasion de parler des syndicats des enseignants qui sont là en grève, des problèmes de la santé qu'il faut combattre. Il faut trouver impérativement des solutions à tous ces problèmes-là pour envisager un décollage. Une émergence. Nous en parlerons d'ailleurs, mais puisqu'on est en train de parler de finances justement, intéressons-nous, pour rester dans les finances, à cette grève, ce mouvement d'humeur des syndicalistes des impôts et domaines. Globalement, cela a donné ces récriminations-là. Magnéto. Grève de 48 heures décrétée par le syndicat des travailleurs des impôts et domaines. Il dénonce une mauvaise gestion de la direction, mais également des recrutements abusifs d'agents qui n'ont subi aucune formation. Nous voyons donc venir des recrutements massifs et clientélistes contre lesquels le syndicat s'est élevé. Le deuxième problème est un problème au niveau du fonctionnement même de l'administration fiscale qui aujourd'hui ne fonctionne pas à 100%. Nous pouvons considérer que l'une des directions les plus stratégiques de la DGID, à savoir la direction du contrôle et du renseignement, est aujourd'hui bloquée, faute de nomination d'abord d'un directeur, ce qui se traduit par un ensemble d'agents, de cadres, qui sont chez eux depuis 2 mois. Bachir Fofana, cette DGID justement qui ne semble pas fonctionner au maximum pour dire le moins, peut-on justement parler de mobilisation de financement tous azimuts, de bonne gouvernance lorsque vraisemblablement, en tout cas selon les agents même des impôts et domaines, il n'y a pas une réelle volonté d'avoir de l'information financière? Bon, moi en fait, une grève c'est un droit accordé à tout travailleur quand il sent que ses acquis, ses intérêts, voilà, exactement, c'est ça. Donc le principe de la grève, elle est là, elle est accordée aux travailleurs syndiqués.
Donc pour moi, ça ne pose pas de problème. Que des gens dénoncent une chose, pour moi, c'est dans l'optique d'améliorer le fonctionnement de la chose. Maintenant, à charge aux autorités qu'elles ont en face de les écouter, de voir dans quelle mesure arriver à trouver une solution aux revendications qui sont posées. Donc pour moi, il n'y a pas de problème à ce niveau. Maintenant, il faut savoir que chaque grève a une conséquence. La conséquence première pour les recettes, nous, nos maigres recettes, cela veut dire que cela a été 10 milliards de pertes. Parce qu'effectivement, on dit que grosso modo, le système fiscal récolte 5 milliards par jour. Donc c'est 10 milliards de pertes. Mais au moment où on nous fait perdre 10 milliards, il ne faudrait pas non plus que ceux qui payent les salaires oublient de faire des retenues sur ceux qui étaient à la grève. Parce que je me souviens qu'Alidou Diallo, ancien ministre de l'Éducation, l'avait une fois fait. Ça avait soulevé un tollé. Levé de bouclier. Et pourtant, il avait raison. Vous ne pouvez pas aller en grève et réclamer l'intégralité de votre salaire. Ça, c'est connu. Donc, si vous acceptez d'aller en grève, acceptez qu'on vous coupe sur vos salaires. Pour moi, c'est deux choses qui vont de pair. Maintenant, charge à l'administration fiscale, au ministère de l'économie et des finances, au ministère du dialogue social, du travail et de la fonction publique, de se retrouver pour voir dans quelle mesure trouver une solution. Parce qu'effectivement, si on va aller à l'émergence, comme l'a tantôt dit Amadou, il nous faut aller vers un consensus fort et une stabilité sociale très... à tout point de vue. Merci beaucoup. Cela veut dire qu'aujourd'hui, l'université doit être stabilisée, le mouvement social doit être stabilisé et à côté de cela, qu'on accepte de passer aux réformes nécessaires et aux réformes les plus dures des fois. Aujourd'hui, il nous faut revoir notre relation avec le travail. Il y a combien de gens qui vont à 9h au travail et à 13h qui disparaissent? Il y a combien de gens qui, le vendredi, vous ne les verrez jamais au travail parce que simplement, jeudi, ils ont pris leur week-end? Il y a combien de gens qui passent tout leur temps devant la machine, non pas en travaillant, à être sur Facebook ou en jouant aux cartes? Quand même, ça existe dans ce pays. Donc aujourd'hui, il nous faut revoir notre rapport au travail. Il nous faut revoir notre rapport au bien commun. Ce que j'appelle le bien commun, c'est le bien public. Combien sont-ils aujourd'hui à prendre la poubelle de chez soi et le jeter dans la rue sous prétexte que mbedd bi bour moko mom? Mais c'est qui bourre? C'est nous tous. Si c'est sale, c'est pour tout le monde. Si c'est propre, c'est pour tout le monde. Donc autant de choses, voilà, autant pour moi de préalables qu'il faut régler pour que justement qu'on aille à l'émergence. Il faut régler le problème des agents du Trésor, il faut les régler. Mais bon, je n'ai pas suivi de très près ce dossier, je ne sais pas ce qu'on appelle recrutement clientéliste. Pour moi, un agent de l'État, tu es recruté par la fonction publique. Tu es recruté par la fonction publique et qui t'affecte dans un ministère. Parce que ceux qui travaillent dans la fonction publique sont des fonctionnaires, ils sont régis par la fonction publique. On peut les affecter au ministère des Finances comme on peut les affecter au ministère des Affaires étrangères ou dans un autre ministère. Mais s'il s'agit d'un autre recrutement, je ne sais pas. Mais si c'est celui-ci, c'est ce qui s'est passé la dernière fois. Est-ce que c'est ça le recrutement clientéliste? Donc je suis amené à penser que les 5000 personnes qu'on a recrutées, c'est du clientélisme, ce que je ne pense pas. Et parce que dans ces 5000 personnes, j'en connais plein de gens que je connais qui n'ont fait pas de la politique et qui, de par leur diplôme, ont été recrutés. Donc, par rapport justement à ce mouvement d'humeur des impôts. Ce qu'il dit. C'est-à-dire, moi, je ne vais peut-être pas abonder dans le même sens. Je vais peut-être pas dire. Parce que ce qu'il demande n'est pas très compliqué. Hein, c'est justement deux points. L'autre point, c'est la nomination d'un directeur. Attends, il y a combien de directeurs, combien de directeurables, entre guillemets, à la fonction publique? Attends, qu'on pourvoie ce poste-là. Ça ne devait pas les amener à aller en grève. Ça, moi, je pense que mais est-ce que l'absence d'un directeur empêche le fonctionnement? Ils estiment qu'avec l'absence de ce directeur, il y a tout ce service-là qui est somme toute important et ne fonctionne pas. C'est ce qu'ils disent en tout cas. C'est ce qu'ils ont dit. C'est ce qu'ils ont dit, voilà. Ce sont des fonctionnaires, ce sont des syndicalistes. Ce n'est pas la première fois qu'ils ont commencé à se faire entendre. Ils s'étaient élevés récemment contre des nominations qu'ils avaient jugées un peu clientéliques et népotiques, partisanes. Ils s'étaient érigés contre tout cela. À l'arrivée, moi, j'avais écouté le porte-parole du ministère, Ange Mankabou, qui avait parlé de tout cela, qui avait même souligné que même parmi eux, dont Louis Bodian, le secrétaire général du syndicat, fait partie de ceux qui avaient obtenu des promotions. Donc que la plupart des gens qui avaient été affectés, ce qui avait valu cette levée de bouclier-là, ce qui avait amené à cette levée de bouclier,
remplissaient les critères pour être pourvus, pour être nommés à ces postes-là. Donc là, il n'y avait pas de problème. Cette fois-ci, ils veulent un directeur, qu'un directeur soit pourvu parce que sans ce directeur-là, le service ne fonctionne pas. Ça ne devrait pas les amener à aller en grève, ça aurait pu être réglé le lendemain. Bon, maintenant, comme vous dites, comme il le disait tantôt, je pense que les Sénégalais de manière générale, quand l'État ne réussit pas à imposer l'éducation, quand nous-mêmes nous ne parvenons pas à nous éduquer, à éviter par exemple de verser de la poubelle devant les domiciles de nos voisins, quand nous-mêmes nous ne parvenons pas à aller au travail à l'heure indiquée, quand nous-mêmes nous ne parvenons pas à nous imposer une certaine éthique de responsabilité, une certaine rigueur dans la manière de travailler, eh bien l'État doit prendre ces mesures. Je parle de l'exemple de certains pays. Hein. Par exemple, aux États-Unis, on vous trouve en train de pisser dans la rue, mais on vous colle une amende. Malheureusement, là aussi, c'est la corruption qui va gangréner ça. Un policier qui vous trouve là en train de conduire sans permis, mais non, vous allez en prison. Il n'y a même pas de demi-mesure. Si vous avez une pièce d'identité, vous roulez par exemple le train, on vous prend. Vous avez une pièce d'identité, on vous colle une amende. Ça affecte votre crédit. Est-ce que les structures des sociétés sont superposables? Non, il n'y a pas de superposition. C'est juste un exemple que je donne pour dire que rien n'est impossible. C'est-à-dire si le Sénégal décidait de combattre tout cela, mais il y a des moyens. Quand on est rigoureux avec soi, quand l'État décide d'appliquer la loi en tant que telle, mais les gens finiront par respecter. C'est ça. C'est-à-dire qu'il y a la loi qui est là, nous avons de très beaux textes, mais qu'on n'applique pas. Et même quand on devait les appliquer, l'exécution. Vous voyez quelqu'un, un policier. Avant-hier, je vois un gendarme qui était avec un taximan. Le taximan conduisait sans permis et il se permet de brûler le feu. Ben, je trouve là, il y avait un problème. Le gendarme récupère sa pièce d'identité et voulait l'amener en prison. Le gars se permet à se dire, aidez-moi à ce qu'il me pardonne. Moi, il m'a dit, grand, venez m'aider s'il vous plaît. Parce qu'il va m'amener en prison. Moi, j'ai pris mon véhicule, je suis reparti. Parce que je me suis dit que ces gens-là, il aurait pu tuer quelqu'un. Non seulement il n'a pas le permis de conduire, ensuite, il se permet de brûler le feu. Pendant que l'autre agent de sécurité assermenté, qui avait sa tunique, lui, il a respecté le feu. Il était dans un 4x4 AD. Il aurait pu brûler le feu, lui. Mais non, il ne l'a pas fait. C'est par la suite qu'il a suivi le gars, le taximan en question, pour finalement l'arrêter. Donc, c'est juste pour te dire, c'est un comportement... Soit, c'est-à-dire il faut que l'on respecte le bien public et tout le reste, mais toujours justement durant cette semaine du 2 mars 2014, c'est Walfadjri qui en parlait justement, l'un des mobiles, si l'on peut dire, non explicites de cette grève auprès des agents des impôts et domaines, ce serait une espèce de partage foncier qui aurait lieu entre le parti au pouvoir et certains de ses alliés. Est-ce qu'on peut demander justement à la base d'être exemplaire lorsque soit le sommet ne l'est pas, soit au moins lorsqu'il y a de graves présomptions que le sommet ne l'est pas? Absolument pas. Je suis entièrement d'accord avec vous. Si cela est avéré, que c'est ce qui explique un peu, c'est ça le mobile, mais il faut condamner cet acte-là. Et c'est valable pour la diplomatie. Récemment, les diplomates se sont fait entendre parce qu'il y avait des nominations basées sur l'appartenance. Il y a des militants du parti présidentiel qui ont été pourvus, qui ont été promis à des postes qui devaient échoir à des diplomates de carrière. Tout ça, je pense que ça, c'est des questions quand même que l'on doit régler définitivement. Oui, vous savez, pour moi, c'est des questions sur lesquelles je ne voudrais pas trop m'avancer pour la simple et bonne raison. Que vous ne connaissez pas le fond du dossier? Non, ce n'est pas que je ne connaisse pas le fond du dossier. Il ne faut pas, comme dirait Jean-Paul Diaz, société civiliser l'État. L'État, il est incarné par des politiques. Et ces politiques ont besoin d'avoir des possibilités de permettre à leurs partisans de les appuyer dans leur travail. En français facile, le partage du butin. Non, pas du tout. Pas du tout. Non. Laissez-moi finir. Vous savez, aux affaires étrangères, il y a ce qu'on appelle la règle des 2 tiers, 1 tiers. C'est une règle qui veut que... Pas écrite. Non écrite, bien entendu. C'est une règle des 2 tiers, 1 tiers. Non écrite, qui veut que... Parce que la diplomatie, c'est une affaire du chef de l'État. La diplomatie dans un pays où il y a la cohabitation. Si vous allez en France et qu'aujourd'hui c'est l'UMP de Copé qui gagne la majorité, la diplomatie et les forces armées restent un domaine réservé pour le président de la République. Donc le président, il nomme qui il veut là-bas. Maintenant, la règle voudrait qu'on nomme des diplomates à des postes clés.
La règle des 2 tiers, 1 tiers veut dire simplement... Non écrite, je suis d'accord. Là, je ne partage pas du tout. Mais laissez-moi finir. Okay, après. La règle des 2 tiers, 1 tiers veut qu'on prenne 2 tiers dans le corps des diplomates et le 1 tiers est réservé au personnel politique. Et cette règle-là, est-ce qu'aujourd'hui, quand les fonctionnaires des affaires étrangères se sont plaints qu'il y ait des nominations politiques, est-ce que ce quota est respecté? Si oui, il n'y a pas de problème. Sinon, ils ont raison. Moi, je me suis dit à ce niveau. Oui, oui. Amadou. Bachir, là, au moins à ce niveau-là, je pense que tu as essayé tantôt d'analyser la situation en disant que l'État est incarné par les politiques. Là, je pense que les hommes politiques, les partis, moi, je dis souvent, j'ai beaucoup de respect pour un homme politique. Parce que c'est un homme politique, quelqu'un qui vient vous dire, Bachir, je veux que tu sois derrière moi, que tu votes pour moi, je veux être ton président. Donc il faut accepter ce courage-là et pour cela, lui donner un tant soit peu de respect. Ok? Mais ce n'est pas une raison pour lui aussi. Parce qu'il y a aussi, l'État aussi doit s'appuyer sur ses 4 pieds. La diplomatie, c'est une question c'est une question de souveraineté, certes, mais elle est très technique. On ne peut pas bombarder qui on veut diriger l'ambassade à Washington. Mais raison pour laquelle, justement... Laisse-moi expliquer. Laisse-moi expliquer. Pourquoi le président de la République ne prendrait pas son jeune frère et en faire le directeur général des impôts et domaines? Parce qu'il ne peut pas. Il n'a pas le profil. Il faut être... Il y a une tradition à respecter, il y a une loi quand même. Pour être... Le corps des impôts et domaines, c'est un corps d'élite. Le corps des magistrats, de même. Les impotiers, ceux qui ont fait impôts et domaines, c'est valable aussi pour les magistrats, c'est valable pour les greffiers et tout. On ne peut pas choisir. Si le président aurait voulu avoir... aurait peut-être voulu avoir comme président de la Cour suprême, oui, son parent, qui dirait, en tout cas qui allait être son bras là-bas, mais il ne peut pas. Parce que la loi, il y a un certain nombre de normes qui régissent la marche de ce corps-là. Donc le président, il a les députés, s'il veut, il peut prendre qui il veut et le présenter sur une liste pour en faire un député. Si les gens votent pour lui, c'est tant mieux. S'il veut nommer au Sénat, il peut en faire comme il veut. Mais quand même, qu'il ne désarticule pas les fondamentaux de notre État. C'est sacré, c'est très sacré, c'est des questions, c'est quand même des... C'est fondamental. Alors, rapidement dessus et ensuite on avance. Bon, voilà, en fait, c'est vrai ce que vous dites, hein, mais bon, comprenez également que cette règle-là, elle est laissée là à l'appréciation, parce que, comme on dit, il y a même un empereur romain qui avait nommé son cheval ambassadeur quelque part. Donc ça veut dire que le président... Oui, mais est-ce que c'est un exemple? Non, je ne dis pas que le Sénégal qui donne souvent des leçons de démocratie au monde entier, est-ce que cela est un exemple? Je ne dis pas que... Voilà. Je ne dis pas que... Non, je parle, c'est une boutade pour dire que le président de la République a la latitude de nommer qui il veut, où il veut, parce que c'est nous qui le lui avons permis en le désignant comme président de la République, avec une constitution qui dit que le président de la République nomme aux emplois civils et militaires. Oui. Donc c'est la constitution qui le dit. Après maintenant, laisse-moi finir s'il te plaît. Après maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est en fonction des corps qu'il y a certaines spécificités. Moi, je ne suis pas militaire, je ne peux pas être nommé au commandant de la gendarmerie ou SEMGA. Je ne suis pas militaire. Parce que pour être nommé SEMGA, il faut d'abord être officier, supérieur, etc. Donc voilà. Donc on est là. Dans la diplomatie également, on respecte cela. Nos ambassades les plus importantes, on a des diplomates de métier, il faut le dire. C'est à Paris, parce qu'on a l'ambassadeur Paul Badji, par exemple, à Paris, qui a longtemps été le diplomate qui était représentant du Sénégal aux Nations Unies. On ne peut pas dire que ce n'est pas un diplomate de carrière. À Genève ou à Washington ou ailleurs, dans nos grandes ambassades, on a ce qu'on appelle des ambassadeurs et des consuls généraux qui sont quand même des diplomates de carrière. Mais on a cité des cas sur le continent africain où on avait des diplomates qui ne savaient... Il y avait beaucoup de mal à lire et à écrire. Tout à fait. Maintenant, voilà pourquoi je dis, est-ce que ceux-là font partie du quota réservé au président ou non? Si on Donc pour vous, c'est normal d'avoir un diplomate qui ne sait ni lire ni écrire? Mais bien entendu, dès l'instant que le président le nomme, le président il a la confiance du président, il est quelque part, mais ce n'est pas lui qui est l'ambassade. Il y a un personnel dans l'ambassade, il ne faut pas l'oublier. Pourquoi ne pas, alors Bachir, donner le loisir au président de nommer le petit personnel, mais quand même
le chef de la chancellerie, qu'il soit quand même un diplomate. C'est une idée. C'est une idée. C'est une idée. C'est une idée. Pas parce que, vous savez, il y a une injustice, une véritable injustice dans la diplomatie. Ça m'intéresse fondamentalement. Vous savez, par exemple, le président de la République peut se lever aujourd'hui et me nommer moi ambassadeur. Ou vous êtes nommé ambassadeur. Et pourtant, il ne peut pas en faire autant pour les diplomates de carrière. Les diplomates de carrière sont soumis à une évolution. Ça c'est une injustice, par exemple. À un carriérisme. Pour être ambassadeur, il faut au moins avoir fait 15 ans. Mais pour eux, il faut d'abord être là, premier secrétaire, deuxième secrétaire, premier conseiller, petit. Donc c'est un échelonnement. Vous voyez, on peut être de la même promotion, moi de ceci, vous de l'ENA, et puis 5 ans après, moi le président pour me nommer ambassadeur à Washington ou ambassadeur à Paris, et vous, un arc de surcroît, 5 ans ou 7 ans après notre sortie, on ne peut pas vous nommer ni consul général, ni ambassadeur. Ça, c'est une injustice, par exemple. C'est quand même écœurant. Imaginez, ok, on se retrouve tous à la faculté. Vous choisissez d'être un arc, vous faites le concours. Moi, je choisis d'aller au CECI, je sors. Et puis, 8 ans après, moi, je suis ambassadeur. Je te retrouve dans la diplomatie. Mieux, vous êtes mon patron. Je suis ton patron. Mais c'est la même chose, mon cher, pour le corps des préfets. Aujourd'hui, pour être gouverneur de région, il faut avoir fait 15 ans dans l'administration territoriale. Entre-temps, on vous amène quelque part comme adjoint au gouverneur maintenant, je pense que ça non, ça existe jusqu'à présent. Il faut avoir fait 15 ans dans l'administration territoriale. Bon, vous pouvez le considérer comme une injustice, mais l'idée derrière, c'était que la personne soit aguerrie dans les rouages. Voilà pourquoi aujourd'hui, pour être gouverneur, il faut avoir fait 15 ans dans le corps. Être un administrateur civil être un administrateur civil et avoir fait 15 ans. Est-ce que le président de la République peut nommer qui il veut comme gouverneur? Non. Pourquoi est-ce qu'il le peut dans d'autres domaines donc? C'est un domaine réservé, la diplomatie. Alors, on a compris. Non, nous sommes dans la diplomatie. La diplomatie, c'est un domaine réservé. Moi, c'est quelque chose sur lequel aujourd'hui, c'est comme aujourd'hui, notre constitution dit que le président détermine la politique de la nation. La politique économique, c'est du ressort du président. Tu sais, si le président va défendre le dossier du PSE, ça montre une volonté politique d'asseoir le PSE auprès des bailleurs, auprès de tout le monde. Politique, certes, politicienne, la question reste posée rapidement et puis nous avançons. Du juridisme, c'est-à-dire vouloir appliquer à la lettre les lois parfois. Vous savez, il y a des principes. Par exemple, sur le cas Karim Wade récemment, on en a parlé. Il y a eu certains ont même parlé de rabat d'arrêt, quelque chose comme ça. Cela a été démenti plus tard quand même. Ça n'a pas été fait, mais justement, certains ont estimé qu'il fallait le faire parce que la Cour suprême s'est trompée. C'est ça la loi. Certains disent que si on se fie à la loi, la commission d'instruction, quand elle instruit un dossier pour ce qui concerne la Cour de répression de l'enrichissement illicite, ces décisions ne peuvent pas faire l'objet d'appel. Vous voyez? Maintenant, au terme, quand le juge prononcera son verdict, il y a une possibilité maintenant de recourir. Mais pour ce qui est de l'instruction, or, dans le cas Karim Wade, les avocats de Karim ont attaqué une décision de la commission d'instruction. Et le président de cette chambre criminelle, Cheikh Tidiane Koulibaly, a donné raison justement aux avocats de Karim Wade en demandant à la Cour, au Conseil constitutionnel de se prononcer sur ce que certains pensent comme étant une aberration parce que la loi est claire là-dessus. Moi, je pense que quelque part, il faut évoluer. Les textes doivent vivre. Il faut vivre la rupture, donc, pour prendre un slogan qui est en vigueur. Nous rentrons dans la dernière partie de cette émission, justement, en suivant cet élément qui revient sur quelques faits majeurs de l'activité de la semaine. Nous allons suivre successivement, tout d'abord, ces 72 heures de grève, une fois de plus décrétées à la FASTEF durant cette semaine du 2 mars, pour non-paiement des bourses, entre autres raisons. Nous allons suivre après cette sortie de chef religieux à Touba à cause d'une campagne de commercialisation arachidière qualifiée de calamiteuse. Nous terminerons à Thiès avec la fin de la grève de la faim des sortants du SNEPS. Nous le suivons, nous revenons juste après pour savoir quelle actualité vous a le plus marqué, Bachir et Amadou. Magnéto. FASTEF, les étudiants ont décrété 72 heures de grève renouvelable pour réclamer le paiement de leurs bourses et les indemnités de stage. Étant un FASTEFien, simple étudiant, tu n'as que ta bourse pour survivre. Donc sans bourse, tu ne peux absolument rien faire. Sans bourse, tu ne peux pas te déplacer. Concernant aussi les fonctionnaires, sans allocation, ils ne peuvent rien faire parce que le salaire se limite à la famille. Ils ont laissé leur famille à la maison, ils sont ici à la FASTEF pour se former. Donc l'État leur doit quand même
obligatoirement une allocation d'études. Jamais dans l'histoire de la campagne arachidière au Sénégal, les résultats enregistrés n'ont été aussi catastrophiques que ceux de cette année. Constat dressé par Serigne Cheikh Bara Matiley. D'une voix marquée, le religieux n'y est pas allé avec le dos de la cuillère. Cette année, la campagne arachidière au Sénégal n'a jamais été aussi mauvaise. Jusqu'à présent, l'arachide restait invendu dans bien des localités. Et pourtant, le président de la République dit avoir injecté 11 milliards dans le secteur de l'agriculture. Donc il y a des choses à revoir. Vous devez être redevable à ceux qui vous ont aidé à conquérir le pouvoir. Il faut le dire, dans ce pays, les gens sont fatigués, à fortiori les paysans. Après une semaine de diète durant laquelle plusieurs évacuations au niveau des structures sanitaires ont été notées, les 55 maîtres d'éducation physique et sportive sortant du CNEPS ont décidé de surseoir à leur mot d'ordre de grève de la faim. Une décision qui survient d'après le coordonnateur au sortir de la visite du collectif des imams de Thiès. Nous avons décidé quand même de suspendre définitivement le mot d'ordre de grève de la faim. C'est parce qu'il y a pas mal d'autorités qui sont venues nous voir. Nos parents aussi sont venus nous voir, des syndicalistes sont venus nous voir pour nous proposer à ce qu'on suspend la grève de la faim. Mais nous avions dit qu'on allait continuer jusqu'au bout de notre combat, c'est-à-dire avoir nos ordres de service ou mourir ici à la place des martyrs du sport et de l'éducation physique. Ce n'est qu'hier aux environs de 13 heures passées que le collectif des imams du Thiès est venu nous voir pour nous proposer à ce qu'on suspend ce mot d'ordre de grève-là. Et eux, à leur niveau, ils vont prendre en charge le dossier. Bachir Fofana, quel est le fait de l'actualité de cette semaine du 2 mars 2014 qui vous aura le plus marqué? Là, on en a eu 3. Est-ce qu'il l'un de ces 3 ou un autre fait de l'actualité? Moi, je resterai peut-être, je sortirai du cadre que vous venez de nous montrer, les sujets que vous nous avez montrés. Moi, le fait qui m'a le plus marqué, c'est la suite donnée au rapport de la CNRI de Amadou Mokhtar Mbow. Parce que bon, pour avoir un peu lu quelques éléments, d'abord se féliciter de ce rapport, il faut le dire, parce que bon, même si nous avons de bonnes institutions, nous n'avons pas de problème politique, etc., il est quand même bon à tout moment de réfléchir pour voir comment améliorer notre existence en matière de... Tout le monde le fait, mais vous, dans ce rapport, quel est l'aspect qui vous intéresse? On a beaucoup discuté ce qui m'intéresse ou ce que je ne trouve pas très bien, c'est que bon, ils ont fait un rapport avec un projet de constitution de 154 articles, je crois, et il n'y a que 3 articles qui font l'objet de débat. Pourquoi pas les 151 restants? Certains affirment qu'ils ne font pas encore l'objet de débat parce que dans d'autres articles, par exemple, on affirme que lors des élections, ça permettra d'éliminer plus ou moins des gens qui ont eu à revendiquer une autre nationalité ou... Bon, ça déjà... Non, mais déjà, il faut savoir que notre constitution actuelle dit qu'il faut être exclusivement de nationalité sénégalaise pour prétendre diriger ce pays. Exclusivement. On n'a pas dit qu'il faut avoir la double nationalité. Donc, ce n'est pas nouveau si cette proposition est restée. Donc, il y a beaucoup de choses aujourd'hui. Par exemple, si vous prenez le domaine de la gouvernance, vous vous souvenez, il n'y a pas longtemps, on avait parlé d'une loi sur la déclaration de patrimoine. La loi est allée à l'Assemblée nationale, elle a été rejetée ou elle a été ramenée pour recorriger. Pourquoi? Parce qu'il y a des gestionnaires de deniers publics qui n'y figurent pas. Alors que le projet de constitution de Mbow dit que tout ce qui touche à l'argent public doit faire une déclaration de patrimoine. Donc ça, c'est des innovations et des avancées pour moi qu'il faut mettre sur la table en discuter. Justement, est-ce qu'on peut faire de la politique? Est-ce qu'on n'est pas vers une société civilisation de la scène politique? Pour revenir à ce que vous disiez. Non, c'est pas moi qui l'avais dit, c'est une expression que Jean-Paul Diaz avait utilisée. Il faut savoir que sur des questions de gouvernance, sur des questions de deniers publics, s'il faille arriver à la société civilisation de notre administration, je suis preneur. Mais laissons ça. Mais quand même, sur ces choses-là qui relèvent du bien partagé et du bien commun, il faudrait que les gens soient traités de la même façon. Là où peut-être moi je ne serais pas d'accord avec le rapport Mbow, c'est de dire que
tous les postes dans l'administration vont faire l'objet d'un appel d'offres. Ça, c'est une perte de temps. Ça, c'est une complication du travail de l'administration. Il faut savoir que quand quelqu'un est nommé ministre, il a quand même la latitude de choisir ses collaborateurs. Moi, j'ai été choisi par un ministre comme collaborateur, il avait la latitude de ne pas me choisir. Donc, si on me mettait là à faire un appel à candidature, peut-être qu'on resterait 6 mois sans que le ministre ait un conseiller à ses côtés. C'est sur ce point que moi, je ne serais pas d'accord. Là où je serais d'accord avec le rapport Mbou, c'est sur les autorités de régulation. Les autorités de régulation, comme ceux qui font la régulation dans les marchés publics, la régulation dans les télécoms, la régulation dans les secteurs de l'eau, etc., pour la nomination de leur DG, je suis partant pour qu'il y ait un appel à candidature. Et à propos de l'âge d'entrée et l'âge de sortie? Mais c'est normal, si moi, je n'ai pas 35 ans, je ne peux pas être président de la République. Pourquoi quelqu'un qui a 70 ans continue à prétendre être président de la République? On a compris l'idée. Alors, l'actualité de la semaine qui vous a le plus marqué rapidement avant qu'on en sorte. La suite donnée à ce dossier, à ce pré-rapport du président de la commission Mbou. Pour dire effectivement, je ne ferai pas dans l'autosatisfaction, pour dire que les 3 articles qui ont fait l'objet de débat, eux-mêmes savaient que c'était ces articles-là allaient faire l'objet de débat. Parce que le président Macky Sall a été sans équivoque. Il n'est pas pour un régime parlementaire. Ça, il l'avait dit. Je pense que c'est ce qui fait qu'il n'était même pas emballé, il n'était pas très engagé dans les assises nationales. Donc, dans la candidature unique. Il n'était pas du tout d'accord. Donc, quand on vient, il vous demande de réfléchir sur une réforme et vous ramenez En même temps, la réplique, ça a été que personne n'a adhéré avec réserve à la charte de gouvernance. C'est une deuxième fois. On y adhère ou on n'y adhère pas, et le président Macky Sall y avait adhéré au point, d'après... Au début, le président Macky Sall ne s'était pas engagé dans les assises. Au moment des assises, au premier tour, il faut dire d'abord qu'au moment des assises, Macky Sall était président de l'Assemblée nationale. Absolument. Au tout début, voilà. oui. Il faut le dire. C'est maintenant, à la fin de la restitution, que Macky Sall est venu, quand il était dans l'opposition, il est venu adhérer. Non, non. Et l'adhésion qui est sans réserve, selon en tout cas ce qu'il a dit. C'est après, c'est entre les 2 tours qu'il est parti signer la charte de gouvernance des assises nationales. Là, il avait dit, avant, il avait exprimé son opinion. En disant que notre pays n'était pas assez mûr pour un régime parlementaire. Je suis entièrement d'accord avec lui sur cette question-là. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'on veuille tout simplement copier pour copier. Je pense que nous, aujourd'hui, le Sénégal, nous sommes certes une démocratie majeure, mais il faut quand même aller mollo pour parler comme de manière prosaïque, quoi. Il faut, le Sénégal n'est pas prêt pour un régime parlementaire. Aujourd'hui, la dualité alléguée entre le président de la République et Mimi Touré, si le président n'avait pas les prérogatives régaliennes de pouvoir de nommer et de distribuer, ça aurait été un blocage. Parce que si elle dit je ne démissionne pas et le président ne peut pas la démettre, on va aller en blocage. Donc je pense que c'est une perte de temps, quoi, à ce niveau-là. Sur les 2 questions, sur le cumul du poste de président de la République et celui du chef de parti, là aussi, le président Macky Sall était clair. Donc moi, je pense que ces 2 questions-là ne devraient même pas figurer dans la proposition, parce que le président a déjà un avis clair là-dessus. Maintenant, il y a des améliorations, il y a de bonnes choses. Est-ce que la République doit être taillée à la mesure du président? C'est le président qui doit se soumettre à la République. Dans les normes, c'est le président qui soit. Non, donc, mais ça c'est un préalable. Lui, c'est lui qui a commandité une étude. Il aurait trouvé mais il l'a fait au nom de la République. Oui, d'accord. Mais c'est-à-dire la République, le président Macky Sall est élu, il est actuellement président. C'est lui qui détermine la charte fondamentale actuellement. S'il veut qu'on mette le président de la République va être élu pour un mandat de 3 ans, demain sa majorité mécanique va voter ça. Ça se passe comme ça en Afrique. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il fait une commande. Il a fait une commande en disant réfléchissez sur comment améliorer la réforme. Je crois que c'est la question qui intéressait le plus le chef de l'État, c'est le mandat présidentiel de 5 ans, qu'il soit bloqué. Qu'on arrive à bloquer ce mandat-là à 5 ans et qu'il n'y ait aucune possibilité pour un tripatouilleur de pouvoir changer. On va peut-être sortir un tout petit peu, mais bon, ça rappellerait peut-être la phrase justement du troisième qui, à propos de la Constitution, évoquait la métaphore du tailleur et du tissu et des ciseaux. Donc, et on reviendrait justement dans les similitudes entre les deux. En tout cas, merci à vous, Amadou Ba. Vous êtes journaliste à l'AS. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci également à vous, Bachir Fofana. Vous êtes chargé de la communication au ministère du Plan,
qui visiblement a été impliqué d'après ce que vous nous avez dit. Vous suiviez Actu en 7 de cette semaine du 2 mars 2014. Actu en 7 donc de ce samedi 1er mars 2014. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à toutes les personnes qui nous ont permis de vous présenter cette émission. Remerciements à Hubert Assogba, Mam Sidi Diop, Ramatoulaye Sall Diop, entre autres. Agréable suite de programmes à toutes et à tous.